Il y a beaucoup de monde qui attend sur Facebook, hein. Je crois que c'est bon. Il y a déjà, c'est bon. Euh, donc, bonjour à tout le monde et merci d'être venu au compte de cette première conférence en ligne dans le cadre de l'accélération du programme de développement de l'Afrique. Et je vous dis grand merci pour l'intérêt que vous avez tous accordé à cette première conférence, ce webinaire. Donc, je vous rappelle, le thème, c'est autour du sujet du développement de l'Afrique. Le thème, c'est bien quel modèle de développement pour l'Afrique de demain. On se dit quoi? Que l'Afrique que nous voulons pour demain, c'est cette Afrique que nous construisons aujourd'hui. Donc, nous aurons pratiquement 1 heure de discussion autour des alternatives et tout. Et comme brève présentation, vous n'êtes pas sans savoir que la nécessité d'envisager une trajectoire pour le développement de l'Afrique à long terme est une très grande importance. C'est pourquoi nous, en tant qu'Africains, nous devons apprendre à développer un programme qui puisse nous permettre de toucher à tous nos secteurs de développement. Issa, Et ce qui ne pourrait pas être disponible ou disons possible sans qu'il n'y ait une paix accrue et la réduction du nombre de conflits. Et il nous faut également une croissance économique et un progrès social renouvelé. Il nous faut également la nécessité d'un développement axé sur les personnes et l'autonomisation des jeunes. Donc nous parlons du développement de l'être humain, du capital humain. C'est ce qui peut être à la base de tout développement. Il faut parler également de la coopération sud-sud. Et donc, je vais me limiter là pour ne pas bouffer beaucoup de temps. Et côté objectif, je vous le dis que l'objectif de cette conférence est d'identifier des programmes phares pour le développement de l'Afrique qui pourront permettre sa croissance économique et en vue d'accélérer la transformation du continent. Donc, chers collègues, une fois encore, bienvenue. Et comme intervenant, nous aurons Leila Ben Gassem, qui va nous parler un peu du développement économique de l'environnement, du partenariat public et privé et de l'économie sociale et solidaire. Nous aurons également l'intervention de notre collègue Choki, qui va nous parler de comment construire une coopération sud-sud. Je trouve que vraiment, c'est des sujets très accentués sur le problème réel de l'Afrique qui puisse vraiment nous permettre de faire un réel décollage. Nous aurons également l'intervention de notre collègue Eric Stanislas Arumino du Bénin qui va nous parler également de l'éducation. Et quand on sait que le pilier du développement passe forcément par l'éducation, donc notre collègue va nous permettre d'être mieux édifiés autour de l'aspect éducatif qui pourra vraiment nous permettre de définir, nous, en tant que citoyens d'Afrique, des alternatives pouvant accélérer le décollage de notre continent. Nous aurons également notre collègue Arij qui va nous parler des approches collaboratives. Elle va également nous parler de la transformation nécessaire pour un développement durable en Afrique, tout en passant par le contexte particulier que nous sommes en train de vivre. Il s'agit bien entendu du Covid-19. Donc, je crois qu'elle nous parlera un peu de cela. Rapidement, je vais passer la parole à Leila. Leila est là? Oui, je suis là. Allez, et nous sommes à toi. Merci. Merci Daouda. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée de faire partie de ce panel avec mes frères africains. Je pense que l'humanité a suivi les chiffres des cas Covid-19 partout dans le monde ces derniers mois. Et on a senti que la planète était un vrai petit village fragile. Un virus microscopique en Chine impacte le tourisme en Italie, l'économie du Brésil et la démocratie de États-Unis. Chez nous, même si grâce au bon Dieu, nos chiffres et courbes sont meilleurs, on a été confrontés avec notre réalité. Le New York Times a publié un article le 18 avril
qui, avec le titre « 10 pays africains n'ont pas de respirateur ». Ils ont mentionné dans l'article que dans le Soudan du Sud, il y a 5 vice-présidents et 4 respirateurs. En Tunisie, dès que l'Italie a commencé à souffrir, tout le corps médical partout dans le pays a commencé à publier leur petit stock insuffisant en matière de protection. Et la société civile, libérée après la révolution de 2011, a lancé des appels aux dons, des dons de matériel. Ils ont commencé à coudre des bavettes, à acheter de matériel. Une mobilisation extraordinaire avec une rapidité inimaginable pour notre secteur de santé publique. Le gouvernement tunisien a pris des mesures drastiques et ceci dès le début de l'épidémie. Ainsi, toutes ces mesures drastiques et procédures étaient les bienvenues pour sauver les vies. Mais les conséquences économiques sont catastrophiques. Et là aussi, la société civile a aidé chacun avec ses moyens pour que personne ne dort ayant faim. Je pense que cette expérience nous a appris l'importance de travailler ensemble et de développer des solutions et des innovations locales pour des problèmes locaux. De même qu'il est notable de souligner l'importance du développement de l'esprit de citoyen responsable au lieu d'un citoyen qui attend les solutions fournies par le gouvernement. Le Covid-19 était une crise et Inch'Allah, elle passera sans revenir. Mais je pense que l'État de nos pays nécessite qu'on garde le sentiment d'urgence qu'on a témoigné ces derniers mois, où on a commencé à travailler sur la transformation et non pas développement. En Tunisie, depuis la Révolution, uniquement 47% des étudiants sont passés de primaire au secondaire. La solution n'est pas d'améliorer le transport à l'école, mais peut-être la transformation de le système d'éducation. Les artisans ne trouvent plus où vendre leurs produits avec la crise du secteur du tourisme. La solution peut-être n'est pas de leur apprendre à améliorer la qualité de produits, mais de transformer la chaîne des valeurs. Nous sommes en train d'enterrer nos villes avec des ordures, mais on doit transformer la manière dont on perçoit nos ordures pour améliorer la résilience de nos villes. Pour réussir cette transformation, on a besoin d'un gouvernement qui crée un environnement favorable pour les innovateurs et les entrepreneurs, et non pas un gouvernement qui est là pour contrôler seulement. De même, on a besoin des entrepreneurs sociaux, des leaders qui créent des écosystèmes et non pas des écosystèmes. De la société civile qui est ouverte à collaborer avec tous les autres secteurs, publics et privés, pour deviser le savoir-faire, les ressources et créer des solutions locales pour des problèmes locaux et durables. Merci. Merci Leïla et pour ton intervention. Je trouve que elle est très fondée et surtout grand merci parce que de 5 minutes, on est déjà à 4 minutes. Et dans ton intervention, j'ai pu retenir que vraiment, pour qu'il y ait un réel décollage de l'Afrique, il faut d'abord une société civile qui crée des écosystèmes et non des écosystèmes. Cela rentre dans le cadre un petit peu du partenariat public-privé. Et aujourd'hui, quand tu nous parles de la gestion des déchets, ça touche forcément l'aspect environnemental. Et le Covid-19, la Covid-19, j'allais dire, n'est pas en reste parce que c'est une pandémie qui a affecté tous les secteurs de développement. Il faut parler du secteur économique, il faut parler, bref, tous les secteurs. Donc, de ce côté, on sait vraiment ce que nous sommes en train de vivre comme pire. Donc, je te dis grand merci et je pense qu'on va donner la parole à notre collègue de comment construire
une coopération sud-sud. Choki, on est à toi. Le son, active le micro. Active le micro. Choki, on te reçoit pas. Active le micro. Choki, active le micro. Moi, personnellement, je ne reçois pas. On vous entend, Chankri. Ah non. Laïla, moi, je te reçois. Mais Oui, je ne reçois pas Choki. on vous entend maintenant. Le curieux, moi, je n'entends pas Choki. Moi, je ne te reçois pas. Aïe, aïe. Le micro. On voit que votre micro est actif, Chankri, mais on ne vous entend pas. Je pense qu'on a un problème de son là. Ouais. Oui. Aïe. Moi, je t'entends. Du coup, même Daouda, il n'est plus là. Eric, est-ce que tu peux enchaîner comme ça on perd pas un peu de temps. Si tu peux enchaîner. Ouais. Après, Ouais, on reviendra. D'accord. Mais il faut que le micro de Choki marche. Mais voilà, lui-même est parti. C'est bon. C'est toi qui règle le problème technique, comme ça on bloque pas. Voilà. Et on gagne du temps. Alors, on gagne du temps vraiment. Je vais désactiver mon micro pour mieux t'entendre. Voilà. Ah, ok. Je peux aller? Oui, vas-y, Eric. Ok, d'accord. Moi, j'allais monsieur l'éducation. Il est important, avant d'aller sur ça, il faut qu'on définisse réellement ce qu'est d'abord éduquer. Parce que si nous devons aller vers un développement, il faut que l'Afrique se développe à partir de son éducation. Et aujourd'hui, nous avons la chance quand même de traverser bon nombre de pays. Et je peux vous dire clairement que l'Afrique n'a rien de maudit. Et la solution quand même sur notre éducation ne viendra pas de nos colonisateurs des pays riches. Ils peuvent tout donner, consommer, non. La solution sur l'éducation, c'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes. Sans cela, moi, je dis, éduquer aujourd'hui, pour l'éducation, serait un lieu où l'on enseigne ou pratique l'art de la rencontre.
c'est-à-dire se mettre à disposition de l'autre que l'on rencontre à travers des éléments. Donc, l'éducation doit pouvoir rassembler, éduquer, instruire et scolariser. Alors, si nous devons éduquer le continent avec une langue étrangère, ça poserait un problème. Donc, le problème de l'éducation aujourd'hui en Afrique, c'est aussi un problème de langue. Si nous arrivons aujourd'hui à développer nos langues en Afrique, je crois que notre éducation va être beaucoup plus axée sur nos réelles réalités. Et là, du coup, on pourra s'enseigner autrement que de vivre sur un système qui nous est imposé sur des fonds d'aide, vous voyez, mis en place par des grandes nations pour financer notre propre éducation. Donc, du coup, si nous avons un problème au sein de l'éducation aujourd'hui, c'est parce qu'on se permet non seulement de se faire financer notre éducation par ceux qui nous dirigent de l'autre côté, et en plus qu'on a des difficultés à développer ce qu'est notre propre origine, notre langue. Parce que chez nous, on dit langue maternelle, c'est la langue dans laquelle l'enfant a été éduqué depuis son bas âge. Et à un niveau, il y a une langue quand même qui est imposée. Quand on vous impose une langue, c'est aussi une façon de domination. Si on doit être dominé par une langue, c'est que nous ne sommes pas au bout de développer ce qu'est notre éducation. On peut le dire, en janvier dernier, nous avons organisé les premiers dialogues panafricains et les résultats qui, je vais un instant vous balancer, la déclaration. Un instant. Voilà un peu, vous pouvez me balancer. Donc, il faut d'abord que nos dirigeants au sein de l'Afrique puissent aller en profondeur de ce problème d'éducation pour savoir quel est le système réel qu'il faut imposer à l'Africain. Et mieux, cette éducation doit passer par un ministère de l'éducation, parce que nous avons constaté aujourd'hui au sein de l'Afrique que nous avons plein de ministères de l'enseignement, et il n'est plus question d'enseigner, mais il est question d'éduquer. Et pour éduquer maintenant, c'est qu'il faut que nous prenions en compte toutes les réalités qui nous concernent. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'employés, beaucoup de diplômés sans emploi, c'est grâce au système qui est imposé, c'est grâce aux filières qui ne correspondent pas, qui ne répondent pas à la réalité du terrain, que nous avons beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui finissent des universités à coups de millions d'euros et qui reviennent à la maison avec zéro emploi. Donc là, nous devons identifier quels sont les réels domaines dans lesquels l'Afrique a besoin d'investir et c'est dans ces domaines-là que nous devons demander à nos gouvernants de développer pour ouvrir des universités concernant ces domaines-là. Autrement, allô. Daouda. Oui, je suis là. Désolé, il y avait un petit souci technique et bizarrement, on a su réparer. Ah, ok. Tu peux avancer, tu peux avancer, Eric, tu peux avancer. Vas-y. Ok, alors je disais concernant l'éducation, nous avons un problème de langue. Et s'il faut éduquer aujourd'hui, c'est qu'il faut instruire. Aller à la rencontre des éléments nouveaux. Et lorsque nous irons à la rencontre des éléments nouveaux, on prenne en compte les réalités dans lesquelles nous avons déjà un problème de langue. Si la langue nous est imposée dans un système, l'Afrique ne peut pas se développer. Il va expliquer l'Africain dans ses propres réalités et d'identifier les domaines précis dans lesquels l'Afrique peut se développer.
ne peut pas avancer si non seulement le système est imposé, financé par nos colonisateurs, pour l'Afrique. Mettons les moyens. Autrement, Eric, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais revoir ton aspect sonore parce que je vois qu'il y a des crashs là. Et en attendant que l'on prenne Arish, peut-être que Arish intervienne et comme ça, toi, tu nous reviens après, quoi. Je pense que c'est mieux. Le son fait défaut. Oui, c'est bon, on m'entendait là? On te reçoit 5 sur 5. Ok, parfait. Donc, moi, franchement, je ne peux parler de l'Afrique aujourd'hui sans parler de l'Afrique d'hier. Parce que pour moi, l'histoire, c'est important. Et le présent, le futur, le passé sont vraiment liés. Donc, commençons par le commencement et par le continent. Je pense que le continent se jugeait lui-même. Surtout quand on a été lié pendant très longtemps avec nos colons, surtout avec la France, et on a laissé tout sortes de préjugés nous coller sur le dos. Je vais vous parler plutôt d'un livre plus précis. C'est l'Afrique a du mal. Vous entendez parce que en fait, je m'entends, mais c'est très flou. L'Afrique est mal partie. C'est un livre qui a été édité en 1962 où on a vraiment jugé l'écosystème africain ainsi que le développement social et économique. Et c'est à partir de ce livre que, oui, jugé l'écosystème africain ainsi que le développement social et économique. Ok. Oui. On te suit. Donc, on a commencé à s'auto-juger, on a construit des stratégies du pays sur une analyse peut-être donc, on a préconisé plus de s'investir vers l'étranger. Chaque pays a choisi ses partenaires vers l'Europe, l'Amérique, le continent asiatique, sans pouvoir pour autant construire des collaborations sur le plan continental. Je vous donne un simple exemple. Parlant du Maghreb, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord, on est que 5 pays, on a vraiment du mal à trouver un terrain d'entente. Donc, c'est ça notre vrai problème. Parlons richesse maintenant. On a des richesses de ouf, même par rapport aux prévisions, c'est-à-dire que d'ici 2060, on aura 17% des richesses mondiales. Par contre, l'Europe, elle n'aura que 7%. C'est des trucs personnellement, c'est des statistiques qui me poussent hors de moi. Ça me touche énormément. Vu que nos richesses sont là, nos terrains ils sont fertiles, c'est-à-dire que notre agriculture peut facilement se développer et tous nos pays africains importent des produits agricoles. Nos richesses, on les exporte et on l'exporte sous forme de matières premières. C'est-à-dire qu'on ne gagne même pas une valeur ajoutée sur ce qu'on exporte. Maintenant, parlons du développement. C'est vrai que pendant une décennie, notre continent a eu les plus grands taux de croissance au monde. C'est-à-dire que, en fait, même pour cette année, avec le Covid-19 et tout ça, on est à 3,6. C'est étonnant. Mais la vraie question, est-ce que cette croissance économique va avec notre développement, le développement du capitalisme humain? Non. Pourquoi? Parce que notre richesse est détenue par une petite partie de la population et notre population, elle est marginalisée. Et de toute façon, on s'en fout du constat, c'est-à-dire les choses qui sont. Donc maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, et en fait, c'est une question que je pose un peu à toutes les populations de l'Afrique. Est-ce que vraiment les gens qui nous gouvernent, est-ce qu'ils nous méritent? C'est pas, en fait, je vais pas poser la question est-ce qu'on les mérite, mais est-ce qu'ils nous méritent? Parce que franchement, là, on est arrivé au top.
on est en train de vendre nos richesses, on regarde sans pouvoir faire quelque chose, il est temps de réagir. Vaut mieux, en fait, il y en a marre de rester passif, de parler. Les débats, il y en a à dégo. L'Afrique, on en parle partout dans le monde. Il souffre, franchement, actuellement, moi je pense qu'il faut commencer à élaborer une stratégie. En fait, on est un réseau de jeunes, il faut un réseautage de jeunes, par la suite, pourquoi pas un réseau de jeunes pour pouvoir faire les choses en bonne et due forme. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Laïla, merci Arish plutôt. Et je vois que vraiment, si toutefois nous devons parler d'un réel développement de l'Afrique, il faut forcément des approches collaboratives. Et peut-être Choki allait nous parler de la coopération Sud-Sud. Et il faut sans dire que cette coopération Sud-Sud pourra réellement développer l'Afrique. Mais comment est-ce qu'elle pourra développer l'Afrique? Il faudrait qu'on puisse donner de la valeur à ce que nous avons. Et je suis très d'accord avec toi, Arish, lorsque tu me parles de la gestion de nos ressources par une petite portion de la population. Et cela ne peut pas être profitable à tous. Donc, c'est lorsque les choses sont gérées de façon équitable, de façon rationnelle, qu'elles pourront servir toute la population. Je pense que cet élément, il est fondamental. Et est-ce que, Choki, est-ce qu'on peut t'avoir là? Vous m'entendez? On te reçoit 5 sur 5. Allez, tu as l'antenne. Tout d'abord, un grand merci à Daouda et j'ai vu les réactions de Alga qui explique les développements ne dépendent pas de la croissance, ils dépendent du développement entre nous. Et je pense que la croissance, on ne peut pas parler s'il n'y a pas le développement humain et d'essayer de travailler une coopération économique et sociale entre Sud et Sud, dans le sens que, par exemple, on prend l'exemple du Maroc, Nigeria, l'Éthiopie, les pays en train de se développer, le Ghana, l'Afrique du Sud. Je pense que la croissance ou le développement qu'on cherche, il faut chercher à l'intérieur de l'Afrique. Et le commerce à l'intérieur d'Afrique, vous savez combien? C'est même pas 10%. Ce qui me scandalise, on va chercher de très loin pour essayer de développer une économie africaine. Et c'est pour ça que moi, j'insiste, les autorités et l'Union africaine depuis maintenant 2 ans, elle essaye d'orienter en disant, essayons de développer entre nous une économie à l'intérieur de l'Afrique. C'est là où j'essaye dans la réflexion aujourd'hui, quel est l'avenir du développement de l'Afrique? L'Afrique dépend à elle-même. Et je pense qu'elle a donné des exemples de la croissance. Quand je vois la croissance 3%, et aujourd'hui l'avenir du monde dépend de l'Afrique, la jeunesse aujourd'hui, c'est aussi à l'Afrique, et on ignore en essayant de construire un développement dans le sens universitaire, des échanges entre Africaines, même pas 2%. Et c'est là où j'ai dit, il y a un problème réellement après l'indépendance, après 60 ans de l'indépendance des pays africains, on est encore à attendre qu'on décide à l'extérieur de l'Afrique. Et c'est là où j'ai dit, notre responsabilité, la jeunesse africaine, c'est d'essayer de voir comment on peut développer une coopération sud qui commence, il ne faut pas dire toujours les négatifs, on le voit de plus en plus, il y a des projets africains qui se C'est fondamental, c'est fondamental. Et je pense que c'est très important. Ce qu'on est en train de faire entre nous, c'est déjà quelque chose de très important. Et de dire quel est l'avenir de demain. Mais l'avenir de demain, c'est nous-mêmes à décider, c'est à nous de prendre en main. Voilà ce que je voulais dire. Vous m'entendez? Brillante intervention qui nous a vraiment très édifié. Les alternatives nous pourront réellement on t'entend pas, sortir Daouda. de l'ornière. Est-ce que vous me recevez là? Ça va?
Bon, je disais grand merci à toi, Choki, pour cette brillante intervention. Donc, rapidement, on va prendre notre frère. Leïla, ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai apprécié dans le sens, parce que c'est bloqué, comment toi tu vois les échanges qui peuvent se développer entre les Africains, parce que tu as dit l'éducation et les sociales. Comment toi tu vois? Parce que la coopération, quand même sur le domaine informatique, la Tunisie est plus développée que d'autres pays. Comment tu vois les échanges qui peuvent se développer entre internes africaines? Je pense qu'il y a énorme d'opportunités. Aujourd'hui, j'étais aussi en train d'entendre Arij et je suis membre fondatrice d'un RFLM, c'est un réseau des femmes leaders du Maghreb. Et je suis Arij, triste de dire qu'entre pays de Maghreb, il y a 3% d'échanges commerciaux. Que 3%. C'est terrible, hein? C'est terrible, oui. En Tunisie, pour voyager à l'Afrique subsaharienne, il faut passer par l'Europe. Heureusement qu'il y a Royal Air Maroc. Parfois, on peut passer par Casa, mais sinon, c'est. Mais aujourd'hui, avec le Covid, je suis optimiste parce que même le gouvernement a commencé à se digitaliser. Donc, je pense qu'avec si on investit bien dans les potentiels de digitaliser, même l'éducation, on peut faire beaucoup d'échanges entre nous dans l'éducation, dans le commerce, même des expériences de développement socio-économique qu'on peut répliquer dans d'autres pays. Donc, je pense même ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une très belle chance et une opportunité de découvrir des opportunités entre nous qu'on peut développer. Et j'espère que, c'est pour ça que je suis très contente d'être là, mais j'espère que ces efforts se multiplient pour créer des nouvelles opportunités entre nous et on peut partager les ressources, les savoir-faire et améliorer la résilience de notre Afrique. J'ai entendu aussi Eric qui était en train d'insister sur le dialogue, comment on fait le dialogue en humanité dans le monde et le problématique des échanges qu'il y a. Comment Eric voit aujourd'hui en tant que Béninois, en tant qu'Africain, en tant que dialogue en humanité, comment il voit les échanges universitaires et comment les perspectives du développement va se construire? Ouais, à ce niveau, moi, je crois qu'il faut qu'on se confonde, il faut qu'on se fonde dans la masse. À ce niveau, il faut que nous ôtons nos casquettes différentes. Il faut que nous nous mettons d'abord au niveau du plus petit africain pour essayer d'apprendre de nous-mêmes. Si nous n'apprenons pas de nous-mêmes, le problème reste toujours le même. Par moment où on voit des experts, on voit des docteurs par mois qui réclament leur territoire, alors que les réels problèmes aujourd'hui que nous avons n'est pas un problème de l'Afrique, c'est un problème d'humanité. C'est un problème réel humanitaire. Alors, moi, par exemple, j'étais allé dans un village et je me suis permis quand même d'échanger avec des gens qui n'ont même pas vu la ville une seule fois, mais leur raisonnement vont au-delà de ce que je peux imaginer. Ce sont des gens quand même qui mettent réellement leur milieu. On doit faire avec ces gens-là, essayer de leur donner une priorité pour leur permettre de dire ce qu'ils pensent de nos problèmes aujourd'hui. Je vous le dis clairement, nous avons échoué pendant 60 ans, sur tous les plans d'ailleurs. C'est pourquoi nous observons dans chaque point de rue aujourd'hui une révolution. On a fait en Tunisie au moment où on faisait chuter Ben Ali. Je ne peux pas l'Égypte, pas là. La révolution, c'est parce que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs aujourd'hui. On s'est dit non, ça suffit. On doit aller vers autre chose. D'autres choses nous demandent aujourd'hui, de s'entendre, de s'écouter pour agir pour cela. Mais moi, j'ai apprécié Alger, comme tu as dit,
moi, je pense que le rôle, par exemple, de l'industrie aujourd'hui, Maroc donne un exemple sur le masque, par exemple, les masques. Nous, je vis en France, les masques, on achète très cher. Et les Marocains, le gouvernement marocain, j'étais étonné, quand même, il s'est engagé pour sauver la vie, il a mis le paquet. Et comment on peut développer quelque chose, agressivité dans l'économie marocaine, comment elle peut donner l'exemple à toute l'Afrique? Comment tu vois, toi, entre africaines? D'accord, donc en fait, tout d'abord, je tiens à souligner un truc, il faut pas oublier que le Maroc, c'est un nouveau membre, en fait, c'est un revenant à l'Union africaine. Et Oui, mais il a beaucoup décollé par rapport à plusieurs pays qui sont sur place depuis un bon bout de temps. Surtout côté investissement, il faut le dire, pendant ces… Choukré, en t'entend… Ton micro, tu as coupé ton micro. Voilà, c'est bon. J'étais en train de te dire, le Maroc est rentré depuis 2 ans. Le Maroc jouait, même quand il n'était pas dans l'Union africaine, jouait un rôle important. Il l'a retrouvé dans la scène africaine. Mais je suis désolé, Maroc jouait depuis des années et des années. La géopolitique marocaine est toujours vers l'Afrique. Et c'est pour ça que le rôle du Maroc est important. Mais aujourd'hui, c'est l'exemple pour moi. Par exemple, c'est pas pour dire, c'est un bon exemple. La réalité dans le domaine de santé, le pays a pris en main et ça a donné l'exemple. Et en plus, ils sont en train de distribuer des masques aux pays africains. Et moi, pour moi, c'est un exemple pour l'humanité, ce qu'on attend des développements économiques. Et c'est pour ça que on ne peut pas dire ils sont rentrés, mais ils ont joué un rôle colossal. Non, en fait, je n'ai pas dit ils sont rentrés. Ouais. Je clarifie, j'ai dit c'est un revenant. Et c'est très différent. Oui. C'est un revenant. En fait, parce que comme tout à l'heure, en fait, avec Madame Leila, elle m'a parlé des 3%. Ça, c'est des problèmes politiques. Mais le Maroc, il apporte toujours sa touche par rapport au Maghreb. Mais malheureusement, les choses n'avancent pas. Donc, oui. Il y a un problème en fait sur le plan politique qu'on essaie actuellement de dépasser avec ces débats, avec la société civile, comme a dit Madame Leila tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaie de s'ouvrir encore plus et de canaliser nos énergies et automatiquement on va influencer nos gouvernements. C'est bien ça. Ils vont nous suivre, ils seront obligés de nous suivre à un certain moment. Par rapport à la politique du royaume, effectivement, en fait, par rapport à la pandémie, le Maroc a encore démontré et montré son rôle par rapport à l'Afrique, par rapport à où il veut se positionner sur le plan économique. Exactement, c'est un plan, ça rentre dans la stratégie du royaume, ça rentre dans les perspectives et la vision de Sa Majesté. La gestion de crise a toujours été un des points forts du Maroc, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il a toujours eu une gestion, en fait, où il a toujours eu la veille économique, culturelle et sociale. D'ailleurs, c'est pourquoi il a gardé même le contact, en fait, le contact avec l'Afrique, même quand il n'était plus membre de l'Union africaine, comme vous avez dit, via le culturel, via les échanges étudiants, via le contact direct avec certains pays. Même, par exemple, le Sénégal, le Maroc et le Sénégal, c'est franchement 2 pays. Pourtant, le Maroc n'était pas au sein de l'Union africaine. Voilà. Oui, mais la question aujourd'hui, comment développer l'Afrique? Moi, je pense qu'il y a des exemples comme l'Afrique du Sud. Je peux intervenir, s'il vous plaît? La Tunisie, Nigeria, Ghana, l'Éthiopie, il y a comme l'Égypte, ils sont en train de se développer. Alors, il faut qu'on reconnaisse tous que la pandémie a montré la limite de nos États. On ne peut pas un continent qui produit presque toutes les matières premières et tout le temps est resté un continent
le moins désiré. Aujourd'hui, nous sommes là, on a été confrontés à ça. Le coton, tout ce qui nous permet de produire les masques aujourd'hui, tous les éléments de base qui nous permettent de produire les masques aujourd'hui, tout ça part de l'Afrique. L'industrialisation des pays, quand même, qui ne sont même pas à la hauteur de ce que nous produisons en matière première, n'ont que des usines de transformation. On ne peut que nous dominer quand même sur ces éléments. Si réellement nos États africains de nous, c'est le moment pour nous aujourd'hui de réfléchir autrement. On a vu le cas de Madagascar. Ouais, c'est Daouda. Non, mais tu prends l'exemple de Madagascar. Appuie-le sur le Madagascar. Oui. Oui. Et allez, écoutez, oui. C'est bon, mais comme il a dit le président de la République Madagascar, il a raison quand il a donné l'exemple en disant si c'était un autre pays qui essayerait de montrer ce médicament, les gens ils réagiraient différemment. Mais il avait raison. Mais néanmoins, on ne se fait pas confiance. Eric, tu as posé une question qui est très importante. Est-ce que nous, on croit ce qu'on fait nous-mêmes? C'est pour dire qu'on ne se fait pas confiance. Non, le problème est où? Le problème est où? C'est qu'il faut montrer aux gens ce qu'on a. Il faut montrer. Est-ce que vous me recevez, allô? Oui, Daouda va dire autre chose. Voilà, le problème est où? Il faut apprendre à nos populations qu'on a de la valeur. Il faut leur montrer en quoi nous pouvons valoriser tout ce qu'on a comme potentialité. Et le problème malgache, par exemple. La question, Leïla, parce que tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. La question, oui, Eric, tu as pris l'exemple de Madagascar. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Madagascar? Je n'ai pas entendu. Je voulais seulement dire que cette politique qui est imposée à nos États doit être revue. Parce qu'une fois le Madagascar a fait confiance à ils ont fait sortir quelque chose, mais Madagascar a été imposé au Malgache. Mais je vous jure, lorsque chaque État a fait confiance, va donner confiance à cette scientifique, ne serait-ce que dans la phytothérapie, je vous jure, même pas que les gens croient de rabat. Parce qu'à un moment donné, nous avons fait ce système et nous sommes obligés de ne pas se faire confiance, de ne pas faire confiance à nos autorités. Et là, moi, j'aurais été à la place quand même de l'Africaine, j'allais inviter le Maroc à partir pour les pays africains, pour leur enseigner, pour aller, comment dirais-je, dans l'autonome. Ok. Merci, mais Eric. La question, quand même, les pays africains, ils ont quand même insisté, ils ont commencé à dire si ces médicaments a soigné beaucoup de personnes, ils ont quand même envoyé des avions. Il y a beaucoup de pays comme le Guinée, le Niger, la Tanzanie, ils ont quand même accepté de se servir de ces médicaments et ils l'ont cru. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'il faut qu'on croie le destin on a le destin entre notre main. Comment croire? C'est d'essayer d'installer une confiance africaine. Oui, mais nombreux sont ces présidents qui se sont cachés derrière les communications du président américain pour avoir des médicaments malgaches. Ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas quand même ce courage. On a vu, il y a des gens qui, après avoir récupéré ils ont fait des communications, dit bon voilà, c'est des médicaments. En tant que Madagascar qui a confectionné son produit était sûr de son produit. Il y a des gens qui vont en Afrique pour aller là. C'est cette confiance-là en fait que le système a mis en place pour le détruire. Et aujourd'hui, Alger, elle voulait compléter quelque chose peut-être. Tu voulais compléter quelque chose, non? C'est ce que je voyais. Oui, en fait, par rapport à la confiance, moi je pense que c'est pas un choix. On est obligé de se faire confiance.
Par exemple, je donne un simple exemple qui nous a tous révoltés, il n'y a même pas en fait, au début de la pandémie, c'est les déclarations français par rapport à l'Afrique et aux essais des vaccins en Afrique. Ça nous a tous révoltés. Donc là, il arrivera un moment quand on sera obligé de se faire confiance parce qu'on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. En fait, tout le monde le sait, l'Union européenne, elle est en train de s'unir, les États-Unis, la même chose, le Canada, la même chose. En fait, les pays sont en train de s'assembler, de se trouver des trucs qui vont les rendre plus forts. Et nous, on est en train de chercher les points qui vont nous séparer, je sais pas, on cherche toujours la petite pour exploser. Voilà. Da, tu voulais dire quelque chose, on ne t'entend pas là. Oui, est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, on te reçoit. Moi, je te reçois. Voilà. Et moi, je voulais rapidement bondir sur l'aspect lié au changement climatique et la transition énergétique en Afrique. Allô, est-ce que ça va? Dommage. Oui, vous me recevez là? Oui, je te reçois. Et Leïla Harij, est-ce que vous me recevez? Ça va? Oui. Leïla. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, je voulais rapidement bondir sur l'aspect lié au changement climatique et la transition énergétique. Ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique a une très grande autonomie. L'Afrique a une très grande indépendance. Mais le problème est que nous avons du mal à jouir de cette autonomie. Nous avons du mal à jouir de cette indépendance. Si nous prenons par exemple dans le cadre de l'émission des COD, malgré la modeste contribution de l'Afrique à l'émission du COD, on trouve que l'Afrique est sévèrement affectée par le changement climatique. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas des gros émetteurs en termes de carbone et tout ce qui s'ensuit, mais nous consommons de façon très amère les effets néfastes des changements climatiques. Mais il se trouve que nous avons des éléments qui pourront nous permettre de développer notre résilience face au changement climatique. Lorsque nous parlons par exemple de la transition énergétique, l'Afrique a d'énormes potentialités en termes hydriques, en termes solaires, en termes éoliens et tout ce qui s'ensuit. Le gaz naturel, bref, tout ce qui peut être lié aux énergies propres, tout ce qui peut être lié aux énergies renouvelables. Donc, ce qui importe quoi? Qu'il faudrait que nous développons des programmes adaptés aux différents niveaux de vie des citoyens à un moment donné. Surtout, développer le potentiel des jeunes. Si toutefois nous pensons aujourd'hui à développer une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'énergie, je pense bien que l'Afrique aura plutôt à servir, bon, je ne vais pas dire totalement servir, nous aurons plutôt à donner que de recevoir. Oui, parce que nous sommes naturellement indépendants côté énergétique. Et aujourd'hui, il faut dire que l'Afrique est un puits de carbone. Lorsque nous touchons un peu la végétation et tout ce qui s'ensuit, il nous suffit juste d'avoir une qualification à la base et que nous pensons localement pour agir localement. C'est ce qui pourra nous permettre d'aller très vite. Donc, c'était juste côté énergie et changement climatique. Mais donc, comme on est... Moi, je voulais juste poser une question, comme ça on pourra lancer la réflexion tous ensemble, si vous voulez, bien sûr. Donc, en fait, moi, je préfère... Allez, on t'écoute. Oui. Ben, en fait, juste pour pousser un peu la réflexion, on est un peu sur le présent, le passé et tout. Donc, chacun de nous, en fait, vu qu'il est en fait 48 minutes passées, est-ce qu'on peut donner en fait une vision d'une Afrique meilleure, de comment on se voit dans 20 ans, dans 50 ans, et que chacun propose une stratégie qui pourra marcher par rapport à son niveau, à son pays, sur le plan régional, sur le plan continental. Bon, dans ce projet, voilà.
je voulais, je voulais réagir sur Daouda, sur une question énergétique. Moi, je pense que la question énergétique aujourd'hui est très importante. L'exemple de l'Éthiopie, je prends l'exemple. Il y a un barrage qui est Renaissance qui est en train de se construire pour que la population éthiopienne ait de l'électricité parce qu'on n'a ni gaz, ni pétrole, ni rien. On n'a pas de mer. Et la question aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, le barrage de la Renaissance, c'est pour le développement d'Afrique parce que l'électricité qui va se faire, il sera fait aussi pour les Kenya, pour le Soudan et pour les gens, la Somalie, Djibouti, on peut s'associer pour développer, pour donner plus de l'électricité moins chère pour les Africains. Mais la question de conflit par exemple, entre l'Égypte et l'Éthiopie, l'Égypte dit, vous bloquez l'eau, mais il y a l'eau qui va à la mer Méditerranée. C'est pas normal que l'Éthiopie, qui a la source de Nil, ils ne peuvent pas développer une partie de son pays. C'est la question qui se pose. Il faut qu'il y ait une confiance entre les Africains parce que l'Éthiopie ne veut pas le mal de l'Égypte. Ne va pas bloquer tout haut des Nil. Et le problème, c'est une mentalité des années 70 ou des années 50. Les gens n'ont même pas confiance du développement. Tout le monde veut penser que pour eux. Et la question, Ali, tu as raison, ou Leïla, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est comment développer quelque chose en vie ensemble, comment développer quelque chose ensemble pour l'Afrique. Mais il faut éduquer, c'est l'éducation de nos enfants. Voilà. Voilà, moi je pense à ce niveau qu'il faut reformater un nouveau Africain pour espérer une nouvelle Afrique d'ici 20-25 ans. Parce qu'à l'heure actuelle, même vous allez dans... En fait, quand je prends la jeunesse aujourd'hui, même la société civile aujourd'hui est corrompue. La société civile aujourd'hui est corrompue à tous les niveaux. Moi, je me rappelle avec le Forum social mondial, le Forum social africain, où on a fait ces problèmes-là que la société civile de l'Afrique, de tout le monde entier, se réunissait pour débattre de ces questions-là. Mais on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu quand même il y a des clans au niveau de ces forats-là. Et puis c'est comme ça. Mais quel est le rapport du Forum social africain, Forum social mondial aujourd'hui? Ça a abouti à quoi? Je pense aujourd'hui que, tel l'a dit Tchoki, aujourd'hui, il faut aller vers un nouveau Africain. C'est-à-dire, c'est de former une nouvelle Afrique à partir des réels problèmes que nous observons, que nous rencontrons aujourd'hui. Alger, tu as posé une question qu'on ne voulait pas te répondre, mais tu voulais aller. Quelle question tu veux aller un peu plus loin? C'était quoi? C'est pas précis. Moi, je veux pousser la réflexion par rapport à une vision et une stratégie futuriste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans le développement de cette Afrique que nous aimons tous? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on est en train de faire, c'est déjà pas mal. On est en train. Non. Je suis d'accord avec Chokri. Oui, on est en train de reproduire et de refaire ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. On ne fait que parler. Donc là, je parle de solutions. C'est-à-dire chacun dans son petit coin, qu'est-ce qu'il essaie de faire, qu'est-ce qu'il essaiera de faire. Voilà. Je suis d'accord avec Chokri. Je pense qu'avec plus de dialogue, il y aura plus d'empathie entre nous. Et s'il y a de l'empathie, on peut trouver, on veut développer des solutions. Mais entre-temps, je pense qu'on a besoin de plus de dialogue entre nous pour se comprendre plus et voir des opportunités de collaboration. Madame Leïla, comme toi, Ari, je suis entrepreneur. Je veux des solutions. Demain matin. Madame Leïla, en fait, en parlant du Maghreb, ça fait des années qu'on parle, on se connaît, on a beaucoup de choses qui nous unissent. Pourtant, ça ne marche pas. Par exemple, si vous me proposez là à l'instant de rejoindre votre association d'entrepreneuses et que je travaille avec vous, ça c'est une solution et on pourra passer à l'étape du travail. C'est de quoi je parle.
C'est déjà Voilà. formé cette réseau des femmes leaders du Maghreb. Je suis Voilà. très fière d'être fondatrice. Mais on doit commencer. Je pense que la société civile qui doit réagir, ça doit être bottom-up. Comme tu as dit, Erige, on ne veut pas attendre les politiciens. C'est ça. Voilà, moi je vais partager quelque chose que moi j'ai commencé déjà avec mes jeunes du quartier. C'est d'abord de les rendre autonomes. C'est d'abord de les rendre autonomes, de ne pas attendre la politique. J'étais dans un quartier où la jeunesse tendait tout le temps la main aux politiciens. Mais depuis 6 ans, moi j'essaie quand même de les rendre autonomes, de ne d'abord attendre personne pour aller vers le propre, pour atteindre l'objectif. Et en plus de ça, j'ai essayé de développer une stratégie avec eux. On s'est réunis, on a développé une stratégie d'aller acheter des terres pour aller directement dans l'agriculture. Ça, c'est sur nos propres comptes. Moi, j'ai commencé déjà par développer quelque chose pour changer d'abord la mentalité de cette jeunesse de ne pas aller vers le bien facile, mais de s'auto-employer. J'essaie d'aller vers son objectif avec le plus de moyens que nous avons. Voilà, c'est ce que moi, je sais faire. Et j'ai en fait l'intention de travailler un peu avec les Guinéens. J'ai commencé avec les amis là-bas. Nous allons essayer de partir avec le même projet, de réunir quand même la jeunesse autour d'un objectif et nous allons chercher nous nos propres moyens et d'aller pour atteindre notre objectif. Voilà. En fait, c'est d'abord la politique, c'est de ne pas attendre tout le temps la politique, d'être autonome face à notre. C'est vrai. C'est vrai. Moi, en fait, pourquoi je parlais de stratégie et de vision? Parce que Dieu merci, par rapport à en fait un autre pays sur le plan continental, Sa Majesté, il a une vision, il a une stratégie, et je pense que investisseurs, société civile, on n'a qu'à suivre en fait les pas de Sa Majesté, le suivre dans les pays avec qui il noue des relations et s'investir cœur et âme avec ces pays sur le plan culturel, social, économique, et ça ne pourra que marcher. Et franchement, juste pour vous dire, moi, comment je vois l'Afrique, je vois l'Afrique comme un continent qui a tous les atouts pour réussir. Pourquoi? Parce que on a un diaspora très riche, un peu partout dans le monde, qui est très bien éduqué, très bien cultivé, qui ne pourra que donner une grande valeur ajoutée par rapport à l'Afrique. Je pense aussi que l'Afrique, elle est partout dans le monde via notre mode culturel, c'est-à-dire notre musique, nos danses. Il suffit juste de faire le pas, c'est-à-dire aller vers l'autre, parce qu'apparemment ça fait un bon bout de temps quand c'est renfermé et qu'on est dans notre petit coin. Mais on est partout, il faut pas l'oublier. Il faut juste faire le premier pas. Oui, mais c'est là où je voulais intervenir. Tu dis comment on peut se développer et s'entendre, mais il faut qu'il y ait une éducation africaine. Je suis désolé. Quand on ne transmet pas à l'école que les enfants qui sont tunisiens, marocains, algériens, éthiopiens, si on n'éduque pas avant tout les enfants qui sont dans l'école de l'Afrique, ils sont tous africains. Ces jours-là, on a gagné la bataille de l'éducation. Parce que je suis désolé, quand je discute entre nous, c'est sympa, hein, mais quand on se retrouve à l'étranger, chacun défend son beefsteak. Et c'est là où je dis, le problématique du système de Sa Majesté, je suis d'accord. Par exemple, Sa Majesté, quand il est allé en Éthiopie il y a 2 ans, il a prévu de faire un développement d'une coopération pour créer des entreprises, des échanges entre l'Éthiopie et le Maroc. Et c'est vrai, c'est sa mentalité, c'est son éducation qu'il a transmis son père. Et je pense que c'est une éducation qu'il faut transmettre à nos enfants. Et quand on parle avec nos enfants à la maison, à table, il faut parler l'Afrique. Il faut parler la culture. On a une richesse patrimoniale qu'on ne met pas l'accent sur le domaine touristique. Par exemple, des Marocains, il faut qu'ils aillent en Tunisie, au Sénégal, au Bénin. Bénin, par exemple, on a le dialogue en humanité. Moi, je suis président de dialogue en humanité dans le monde. On a au Maroc, on a des dialogues en humanité. On a au Bénin, au dialogue. On essaye des échanges culturels et quand on vient au dialogue, les gens visitent 3 jours le pays avant de quitter pour connaître Brésil, l'Inde.
il faut visiter, il faut découvrir la culture de l'autre pour s'enrichir, pour essayer de développer quelque chose interculturel aussi. Et c'est là où j'ai dit, il faut qu'il y ait le tourisme africain aussi. Parce que c'est sympa de venir en Europe, mais il y a une richesse colossale, mais c'est à nous d'éduquer aussi nos enfants qui sont sur place pour que l'Afrique, c'est l'avenir de le monde aujourd'hui. En Et fait, ça, c'est notre priorité. Pardon, Choukri, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Certes, le problème, il n'est pas récent. Le problème de cette appartenance, il n'est pas récent. Est-ce que vous pensez pas que c'est un problème de l'histoire, de ce qu'on nous a appris à l'école? Donc, ouais, mais il faut casser. L'histoire, c'est à nous de construire. Parlons du Maghreb, par exemple, et je pense que Madame Leïla va être tout à fait d'accord avec moi. En fait, toute notre histoire, elle n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris. Donc, bien sûr qu'à un certain moment, on est choqué parce que c'est des trucs sur lesquels on a été éduqués pendant des décennies. C'est choquant. C'est la même chose par rapport à l'Afrique. À peine on est en train de revenir vers nos sources, de se découvrir. C'est pourquoi, en fait, on est des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi les gens partent en Europe? Parce qu'ils arrivent à trouver des trucs qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Soyons francs et directs. On est des êtres humains, en fin de compte. On cherche une valeur ajoutée, ce que l'autre peut m'apporter. C'est pourquoi je préconise qu'actuellement, il faut passer vers l'étape économique, vers gagnant-gagnant, win-win, parce que c'est ce qui nous permettra de renforcer nos relations et de continuer tous ensemble. C'est le win-win. En fait, on peut parler d'utopie, d'Eldorado, de belles choses. Et en fin de compte, on va lâcher prise. On va lâcher prise et on oui, je suis d'accord. Mais l'Union africaine a construit depuis 3 ans le Conseil économique et social du développement de l'Afrique sur les 30 ans à venir. Moi, je pense que toi, qui es très engagé dans l'économie, je pense qu'il faut que la société civile, comme Leïla, il faut qu'il y ait un espace à l'Union africaine, qu'il y ait des gens comme vous qui prennent en main. Moi, je crois aujourd'hui l'avenir d'Afrique dépend aux femmes. Les femmes, il faut qu'ils prennent le pouvoir et ils sont en train de le faire. Et c'est pour ça que je crois le destin de l'Afrique dépend aux femmes. C'est eux qui vont changer. Parce que les hommes, ils sont là encore depuis 30 ans, comme il dit Eric, depuis 30 ans, depuis 50 ans, c'est le même régime. Mais le régime se transformera, qui sera changé grâce à l'avenir des femmes. On dit l'avenir du monde dépend des femmes. Et moi, j'ai dit l'avenir de l'Afrique dépend de la femme africaine qui est en train de se mobiliser, qui a changé depuis une vingtaine d'années. C'est grâce à eux que l'Afrique est en train de changer. La vérité, je vous dis, le destin de l'Afrique, s'il y a un changement, c'est grâce aux femmes. Et c'est la réalité. Je voulais dire, si tu vois les entreprises, les femmes qui sont engagées, c'est énorme. Je voulais dire à Rich qu'en fait, c'est ce que je mettais dans le système. Parce que ce que tu dis, c'est en fait un système. Et c'est un système qui nous façonne, qui nous envoie, qui nous arrière. Mais c'est au profit quand même de nos bailleurs. Et Leïla a raison tout à l'heure. Elle dit la société civile, il faut qu'ils prennent la main. Moi, comme on dit, c'est la conclusion. Comment toi, tu vois, avec le travail que tu fais depuis des années, comment tu veux construire pour que maintenant on essaye d'éduquer et de transformer le Conseil économique et social de l'Union africaine pour qu'on se mobilise. Comment tu vois, Leïla? D'abord, Choki, laisse-moi finir. Je voudrais dire en fait que l'Afrique tout entière a subi une transformation de notre histoire. C'est ce qui nous a mis une barrière, un miroir. Et aujourd'hui, il y a une génération qui est en train d'être, en fait, qui est en train quand même de se révéler. Face à tout ce qui s'est passé depuis la colonisation, il y a une génération aujourd'hui qui essaie de remettre le débat dans le vrai contexte. Et c'est ça qui fait aujourd'hui comment le France est en train d'être changé en écho, ainsi de suite. Je crois aujourd'hui que l'Union africaine doit aller être l'unicité de l'Afrique. Tant que nous n'aurons pas quand même cette opportunité d'aller en un là, tout ce que nous ferons, je crois qu'on ne va pas. Il y aura toujours des gens qui vont imposer le système dans le gouvernement qui ont les moyens pour toujours détruire les plus petits.
On a vu un peu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, comment la France CFA est en train d'être manipulée. C'est comme ça. Tant que l'Afrique ne va pas, ou l'Union africaine ne va pas mettre une politique, une stratégie de rester en un, pour qu'on essaie d'évoluer sans frontières dans l'Afrique d'abord, je crois que nous avons encore du pain sur la planche. Et la société civile aujourd'hui, on sait comment ça se passe un peu dans nos pays. Lorsqu'on leur jette quelques miettes, c'est comme ça. Toutes les stratégies quand même sont vendues, c'est fini. Donc, du coup, moi, je crois aujourd'hui, en réalité, il faut que l'Union africaine doit d'abord essayer d'évoluer sur une stratégie d'unification, en fait, d'essayer d'éliminer les frontières entre nous-mêmes, parce que aussi, c'est un problème. Moi, je me rappelle quand j'allais au Maroc, quand j'allais en Tunisie, et ce qui s'est passé avant quand même d'avoir le visa. Il faut aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour prendre le visa d'abord avant d'aller. Mais c'est complètement inadmissible. Nous soyons affectés, qu'on n'ait pas nos frontières libres pour nous d'abord pour parler de nos réels problèmes. Vous voyez que le développement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein. Je suis d'accord. Leïla, qu'est-ce que tu penses, toi? Oui, je sais qu'on doit clôturer, donc ça sera vite. Mais pour te répondre à toi, Shauqi, je pense que tous nos pays, on sent qu'on a besoin de transformation. Et pour faire cette transformation, je dis encore une fois, on a besoin des entrepreneurs sociaux. On a besoin que les entrepreneurs sociaux se réunissent, on forme un réseau local des ESS, de la société civile active qui est en train de pousser bottom-up pour faire les transformations nécessaires pour améliorer le réseautage entre nos pays. Et après, je pense que c'est la société civile des pays africains qui doit créer un réseau qui va développer des solutions locaux. C'est pas du copy-paste, c'est des solutions locaux par des locaux. Et c'est là où ça soit, sinon ça c'est pas durable. On a toujours des solutions qui viennent de l'extérieur. Non, ça doit être des gens de terrain. On est d'accord. Là, tu l'as marqué là où il faut. Mais ouais, c'est excellent. C'est ça que l'Afrique a besoin. Les gens comme toi, comme Adjer. C'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, le destin d'Afrique, j'insiste, je pense qu'il y a plus de femmes qui sont plus en avance que ces hommes qui sont insupportables, qui vont chercher à l'extérieur le travail qui est déjà à l'intérieur. Eric a raison, l'unité dans l'unité. Par exemple, il y avait 2 ans un rêve, un passeport africain. Mais où on est encore du blablabla. Ouais. Je ne sais pas, moi je vous laisse, moi, je suis ravi de participer vraiment. Il y a des problèmes techniques, mais c'est génial de refaire régulièrement pour qu'on fasse. Nous, on travaille avec Eric sur le dialogue en humanité dans le monde et on a régulièrement des débats. Il y a des choses qui avancent, mais il faut aussi s'ouvrir à d'autres personnes. Et aujourd'hui, grâce à cet événement, de ce débat, cette conférence, je suis ravi de participer. Merci encore votre attention et votre engagement depuis des années. Ouais, merci Choki. Je salue d'abord Ridouane. Daouda, malheureusement, qui a une panne je crois, une technique qui n'est pas là jusqu'à la fin. Je remercie également les deux. C'est nous, on appelle les femmes comme ça des Amazones. Dans l'histoire, les Amazones étaient des guerriers qui défendaient le territoire du roi chez nous. Donc, je salue les 2 Amazones, Leïla et puis Arij, qui ont assuré, qui s'est imposée. D'ailleurs, comme d'habitude, en Afrique, on dit c'est la femme qui tient le monde. Donc, je nous remercie tous. Je crois que nous allons y revenir, que les réflexions continuent, chacun dans son coin. Et je crois que nous allons trouver la solution. C'est de ne pas essayer qu'il y ait le problème, mais une fois que c'est entamé, je crois que nous allons tout le temps réfléchir, retenir nos cervelles pour trouver une solution. C'est à vous de conclure, hein. Nous on vous entend. Ok, bon, on laisse la femme conclure. Hein. Ah bah oui, hein. C'est la sagesse. Erige, je remercie nos amis marocains d'avoir organisé cette belle rencontre et je laisse la parole à Erige. Moi, en fait, ça m'a fait énormément plaisir de faire votre connaissance, de partager avec vous. Peut-être que c'est en ligne, j'espère qu'on pourra le faire en face à face dans pas longtemps.
Et en fait, de là, j'incite Erdogan à organiser un truc du genre via le Méditerranean Alternative Forum, pourquoi pas, pour qu'on puisse prendre notre temps pour le débat, pour qu'on puisse voir des opportunités, travailler ensemble et canaliser nos énergies. En fait, je l'espère franchement. Et pourquoi pas qu'on puisse collaborer, moi, Erdogan, pour qu'on puisse vous envoyer vos invitations pour venir nous rendre visite. Donc, moi, je tiens à vous remercier tous. En fait, vu que Daouda il est parti, il était censé gérer le débat. Je tiens à vous remercier tous. Madame Leila, c'est un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Merci. Eric, ça fait plaisir. J'espère qu'on va collaborer ensemble. Madame Leila, j'espère qu'on pourra collaborer ensemble par rapport à l'entrepreneuriat. Oui, on va le faire, Inch'Allah. De toute façon, il y a en fait tous les numéros de téléphone sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'on pourra discuter un peu plus. Monsieur Choré, au plaisir de vous voir parmi nous dans pas longtemps, j'espère. Donc, je tiens à vous remercier tous au nom du Forum Méditerranéen Alternatif. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci à l'audience. Au revoir. Coupé là?